Ding dong. Eh bien, voici 20 heures. Donc, je suis fidèle au poste, réglé comme une horloge. Donc, je suis ravi d'être là ce soir, encore une fois. J'espère que les fidèles trouveront à se connecter. J'espère que de nouvelles personnes nous rejoindront aussi. Ça me fera de toute manière très plaisir de voir, des têtes familières, connues, et puis de nouvelles têtes aussi, forcément. Donc je crois déjà que pour ce soir, j'ai certains fidèles qui ne pourront pas être des nôtres. Quelques soucis. Bonsoir Rachel. Donc quelques soucis qui les retiennent. Mais sinon, on va bien voir. Donc là, vous êtes trois pour le moment. Donc ravi de vous voir ce soir. Donc je vois qu'il y a Rachel, je ne sais pas, 4. Eh bien, bienvenue à tous. Avant qu'on commence, comment s'est passée votre semaine? Ah, bonsoir Sarah, ça me fait plaisir de te voir. Comment vas-tu? Bon, je ne sais pas si Sarah tape ou si d'autres tapent ou non. Donc moi, je vais vous parler un peu de ma semaine, enfin un petit peu, je vais vous parler de ma semaine, de certaines nouveautés, de où j'en suis sur mes outils assistés par l'IA pour l'enseignement supérieur. Et puis, donc après, je passerai au thème du jour. Je suis content de savoir que ça va. Donc, je suis désolé de ce qui est arrivé à ta maman. J'ai appris. J'espère qu'elle se remettra et que ça n'a pas été trop dur pour toi non plus. Je vais vous parler de où j'en suis de mes outils et puis ensuite j'aborderai le thème du jour qui est sur l'organisation des lectures pour le mémoire ou la thèse. Et puis je vais vous présenter quelques outils qui me semblent assez percutants en fait pour faciliter les choses. Des outils que moi j'ai utilisés quand je faisais ma thèse ou des articles, et puis certains outils que je commence à peine à utiliser ou que je m'apprête à utiliser. Donc je vous présenterai presque en live, presque en direct certaines choses, non pas à mesure que je les découvre, mais on n'est pas complètement loin du compte pour certains. Alors, il y a un truc que je voulais ouvrir pour un moment le partager avec vous, mais j'ai oublié de le faire. Donc là, je suis en dessous de tout. Je vais finir par le retrouver. Donc moi, pour la semaine, ce qui s'est passé, pas mal de choses en fait. La semaine dernière, quand on s'est vu, je vous ai dit que j'avais eu des sueurs froides, je vous ai dit que j'avais changé de serveur et je vous avais dit, je crois aussi, que j'étais passé sur un serveur plus costaud. Ce qui est vrai. Et cette semaine, donc, ce qui s'est passé, deux choses surtout. Deux choses. La toute première, c'est que je suis passé effectivement sur un serveur plus robuste, mais je l'avais pas configuré. Je l'avais pas configuré pour qu'il soit robuste précisément. Alors dit comme ça peut paraître surprenant, mais en gros, j'avais naïvement cru que le serveur plus costaud se suffirait à lui-même. Et en fait, j'ai découvert à mes dépens qu'il fallait que je le paramètre. À mes dépens, c'est-à-dire que j'ai à un moment lancé un test naïvement sur mon serveur en balançant 6000 requêtes en même temps pour voir s'il les supporterait. Eh bien, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé?
et ben tout s'est effondré. Donc c'est exactement comme lorsque les plombs sautent. Donc il y a surcharge, donc les plombs sautent, et puis après il faut aller les rebrancher. Et donc là il ne s'agissait pas simplement de rallumer le serveur, il s'agissait de le remettre en état. Et ça m'a demandé un peu de travail. Dans un premier temps, je dois dire, fait quelque chose qui relevait probablement du bricolage, c'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai essayé d'ajouter des patchs ici ou là, j'ai essayé de corriger un bug, etc. etc. Et j'ai fini par me rendre compte que c'était pas du tout le bon bout. Que le bon bout, c'était plutôt de tout écraser et de tout refaire de zéro. Donc de repartir sur un serveur configuré complètement depuis zéro, avec donc forcément des données qui ont été effacées. Mais ça, je savais qu'elles seraient effacées. Hein. Donc j'ai fait une copie, bien sûr, j'ai fait une sauvegarde, ce qui fait que j'ai pu tout écraser sans aucun complexe, sans aucune crainte, sans aucune contrariété non plus. Donc j'ai tout refait. Et puis j'ai ensuite solidifié mon outil, enfin mes outils. Je vais vous montrer où j'en suis parce que là à présent je peux traiter en gros en une heure presque 200 mémoires qui arriveraient en même temps. Donc ça c'est chouette. Donc presque 200 mémoires, ça veut dire que si j'ai 500 étudiants qui soumettent en même temps, mais il y a peu de chances que ce soit exactement en même temps, eh bien en 2h30 tout peut être fait. Alors qu'est-ce que j'ai fait également ? J'ai également avancé sur d'autres choses qui permettent au serveur d'être plus robuste. Alors je vais vous montrer ça tout de suite, comme ça vous allez voir vraiment où j'en suis. Alors attendez, il faut que j'ouvre au bon endroit, et évidemment je n'y suis pas, sinon ce serait trop facile. Voilà. Alors, donc ici je ferme ça, oui. Alors je partage mon écran avec vous, et voici ce que vous devriez voir. Alors, on n'est pas sur le bon. Alors, donc ce que j'ai fait, si vous vous souvenez vaguement la dernière fois de ce que je vous avais montré, j'avais ça. La dernière fois, j'avais ça, et je vous avais expliqué ce qui se passait. Donc, je vous expliquais que ici, on reçoit le mémoire, que ici, tout ce qui est en haut, c'est le traitement administratif. Donc d'abord, insertion dans la base de données du nom, du prénom de l'étudiant, du titre du mémoire, de la langue. Ici, c'est le traitement, académique du mémoire, c'est-à-dire d'abord conversion en fichier texte, et puis ensuite encodage jusqu'à l'évaluation qui se fait là. Et puis après, réception de l'évaluation et envoi du mail à l'étudiant ici, et ici, mise à jour de la base de données. Alors je vous montre concrètement ce que ça veut dire et comment ça se manifeste. Alors, zut, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, voilà. Donc, ça se manifeste de la manière suivante, c'est-à-dire que soumission mémoire, hop. Donc là, pourquoi est-ce que j'ai rien ? Ah, bigre. Zut. Ah, voilà. Donc ici, première partie du processus. Donc quand on reçoit le mémoire, donc la ligne est remplie ici, et elle est remplie jusqu'à date soumission. Cette colonne-là. Ensuite, donc après l'évaluation, donc ici, donc ça, une fois que le mémoire a été traité, que les commentaires et la note sont là, donc ceci est alimenté là. Donc on voit que c'est fini, completed. Email envoyé, ça a été automatiquement coché.
la note, score de plagiat et les commentaires. Donc moi j'ai fait ça cette semaine, mais pas que. J'ai aussi avancé sur autre chose dont je suis assez content, enfin je suis assez fier de moi, à savoir ici. Donc l'idée est que une fois que la base de données que je vous ai montrée est finie, est complète, que le dernier mémoire reçu a été évalué, eh bien l'école reçoit sur son serveur le fichier. Et donc c'est ce qu'on voit ici. Donc là en gros, le fichier de la base de données ici est converti dans un fichier Excel. Après, il est envoyé sur le serveur de l'école. Là, j'ai un accusé de réception du serveur de l'école me disant bien, donc oui, le mémoire bien reçu. Je vérifie quand même qu'il a bien été reçu. S'il a bien été reçu, je reçois une notification sur mon téléphone disant que le fichier a bien été reçu. Et ensuite, le fichier est supprimé de mon propre serveur. Et puis après 4 jours, donc 96 heures, la base de données est effacée. Donc la base de données que je vous ai montrée. Et ici, en cas d'erreur, donc si le fichier n'a pas été bien reçu sur le serveur de l'école, eh bien à ce moment-là, je reçois une notification sur mon téléphone m'informant qu'il y a une erreur, ou en tout cas que le fichier n'a pas été bien reçu, et comme ça je peux aller vérifier à la main. Et donc ici, pourquoi 4 jours avant de l'effacer? Donc mon idée est que la plupart des écoles ont des échéances qui sont le dimanche soir à minuit. Donc en gros, le travail d'évaluation se fait dans la nuit. Les écoles reçoivent le matin quand les admins arrivent, le fichier. Et l'idée est que s'il y a le moindre problème sur le fichier, ils ont peut-être une demi-journée pour se rendre compte du problème, pour me le faire remonter, pour que moi ensuite j'ai une demi-journée pour le régler, et ensuite qu'on ait encore 3 jours de battement pour le cas où il y aurait vraiment un problème et pour le cas où il faudrait recommencer. Et une fois donc que tout est bon, à ce moment-là, donc je peux supprimer la base de données. Pourquoi je supprime la base de données? Pourquoi j'efface tout? Pourquoi je ne garde rien? Justement, parce que moi je n'ai besoin de rien. Alors je n'ai pas besoin de données. Je ne suis pas une entreprise qui vit des données, je ne suis pas une entreprise qui fait du commerce des données, je n'entraîne pas mon IA avec des données, du coup je n'ai pas besoin d'avoir de base de données en permanence. Et compte tenu de mes préoccupations, de mes problématiques, j'ai surtout besoin d'avoir de la mémoire pour pouvoir traiter beaucoup de mémoire en même temps. Et j'ai besoin de beaucoup de bandes passantes parce que je traite moi beaucoup je traite beaucoup de mémoire, enfin de données provenues des mémoires en même temps, et je ne suis qu'un lieu de passage, je ne suis pas un lieu de stockage. Et ce faisant, eh bien, je suis parfaitement conforme aux dispositions du RGPD, donc le règlement général sur la propriété des données, sur la protection des données, donc règlement européen, et également je suis proche de la conformité absolue de l'IA Act, donc un autre règlement de l'Union européenne sur l'IA. J'entre pas dans les détails, c'est pas nécessaire ici. Donc ça c'est où j'en suis aujourd'hui. Donc là j'ai un outil qui maintenant est complètement fonctionnel, prêt à démarrer, et j'ai testé. Alors j'ai un autre outil dont je vous ai déjà parlé aussi, qui fait un peu la même chose, mais qui est beaucoup plus simple. C'est un outil d'évaluation du mémoire, pas du mémoire, mais du rapport de stage.
du rapport de stage. Et donc c'est le même principe, c'est exactement le même principe, un petit peu plus souple parce que les documents traités sont plus courts, sont plus simples sur le fond également, linguistiquement. Et donc j'ai testé mon serveur avec ça en fait, avec l'outil d'évaluation du rapport de stage. Et là, donc j'ai testé jusqu'à 60 opérations en même temps. Et ça marchait. Voilà. C'est-à-dire que j'ai vérifié, ça tient. Alors pourquoi 60 et pas plus? J'avais essayé avec 6000. 6000, j'ai tout fait sauter. J'ai essayé progressivement, j'ai baissé. À chaque fois, ça sautait malgré tout. Et puis, j'ai quand même testé 60 vraiment traitements simultanés. Ça marche. Donc, tout va bien. Et puis autre chose, j'ai également, et ça c'est une chose dont je n'ai pas parlé encore, donc ça va être une certaine nouveauté pour ce soir, j'ai également mis au point, c'était cet été, mais j'ai pas encore fini les branchements. Les branchements, vous voyez, ici c'est balbutiant, c'est un chatbot socratique, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait le chatbot? Eh bien, il est là pour aider à définir le sujet et la question de recherche, mais à la différence de ChatGPT qui répond, qui donne des réponses, et bien là, ce chatbot pose des questions. Et donc, vous allez voir, j'espère, comment il réagit. Bonsoir, comment je puis vous aider ce soir? Quel sujet souhaitez-vous explorer? On va lui dire, je souhaiterais étudier le accountability dans une congrégation religieuse. En gros, le sujet de ma thèse, grosso modo. Et là, qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement dans le concept de accountability au sein d'une congrégation religieuse? Ce sont les pratiques quotidiennes d'accountability. Qu'est-ce que tu entends par les pratiques quotidiennes de accountability? Peux-tu définir ce terme? Pourquoi penses-tu que l'accountability est importante dans la vie quotidienne? Quelles situations spécifiques? Etc. etc. Et donc en fait, j'ai aussi commencé à mettre ça au point. Bon, pour l'instant, il n'est pas encore complètement réglé. Il y a encore des ajustements à faire, mais j'en suis pas mécontent. Voilà, je trouve que c'est un bon début. Et puis également, j'ai travaillé, mais ça je ne l'ai pas encore fini, sur un outil qui évalue l'utilisation de l'IA dans un mémoire ou dans un rapport de stage. Il faut juste que je fasse encore une fois les branchements de cet outil. Et alors, pourquoi je souris? Parce que, pour deux raisons. La première raison, c'est que en fait, l'évaluation de l'utilisation de l'IA dans un rapport de stage ou un mémoire, c'est une vraie préoccupation des écoles. Quand je parle de mes outils, ce qui semble les intéresser le plus, c'est ça. Ah, bonsoir Mirella, bonsoir Bloguscule, bonsoir Jococotte. Je découvre à l'instant que vous êtes connectés. Et donc je disais, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que les écoles sont effectivement très préoccupées par le fait que les étudiants puissent utiliser l'IA pour leurs travaux. Et du coup, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que il existe des outils qui sont absolument pas fiables et en fait, il n'y a rien de mieux que l'IA pour détecter l'usage de l'IA. Et je dirais, personne n'y a vraiment songé. C'est étrange, hein. Et quand je le dis, ça surprend les gens. Donc, il n'y a rien de mieux que l'IA pour détecter l'usage de l'IA. Et en fait, comment ça procède? En gros,
En gros, donc l'IA, ça je crois que j'en avais parlé lors d'un précédent live, mais l'idée c'est que l'IA, quand elle est utilisée pour la rédaction, elle a des, comment dire, elle fonctionne sur des modèles statistiques d'association de mots pour former des phrases. Elle s'appuie sur des phrases types qu'elle a apprises et restitue des phrases types. Ensuite, même lorsqu'on fait un exercice de style pour muscler l'écriture, eh bien, l'IA a des récurrences stylistiques. Et donc, en gros, moi, j'ai un outil qui fait de la scansion, donc comme en latin et en grec. Et c'est par ce travail de scansion qu'il peut déterminer finalement la mesure de la régularité du rythme des phrases et stylistique également. Et si la régularité est trop mécanique ou systématique, eh bien l'outil dit attention. Probabilité importante d'utilisation de l'IA. Ça ne veut pas dire qu'il nous dit l'IA est effectivement utilisée. Il permet aussi de détecter quand un travail une tentative de réécriture de ce qui a été fait par l'IA a été entamé, c'est-à-dire prenant en gros le soubassement IA et détectant les cassures de rythme. Qui semble artificielle pour le coup. C'est ça qui est rigolo, hein. C'est-à-dire que la perfection est artificielle, mais il détecte aussi l'imperfection artificielle. Donc je trouve ça assez amusant, hein, quelque part. Et donc ça intéresse beaucoup, beaucoup plus que ce que je croyais. Donc pour moi c'était accessoire, hein, dans ce que je voulais proposer, mais finalement un certain nombre d'écoles me le demandent, en tout cas expriment un intérêt particulier pour ça. Donc la semaine dernière, et puis encore aujourd'hui, donc c'est dire si c'est frais, j'ai échangé avec un certain nombre de personnes. La semaine dernière, j'ai échangé avec 3 directions d'école. Alors, une direction qui pour la première fois était très calée sur les sujets d'IA, et donc m'a posé des questions qui étaient très pertinentes sur l'outil, sur la conformité à l'IA Act, sur la gouvernance de l'outil, sur le modèle utilisé. Enfin, c'était une discussion à laquelle je n'attendais pas, mais j'étais préparé, donc il n'y a pas de problème, hein. Je ne m'attendais pas à avoir un interlocuteur en face de moi, enfin, qui sache de quoi il parle quand il parle d'IA. C'est agréable. Ensuite, j'ai eu jeudi, j'en ai eu un DG d'école tout juste nommé, hein, donc je l'ai eu jeudi, il a commencé lundi dernier, donc c'était son 4e jour quand je l'ai eu, et quand je lui parle de mon outil, il me dit mais moi le mémoire, ça me coûte quand même 1 million d'euros, hein, par an. Donc oui, ton outil m'intéresse. 1 million d'euros par an à évaluer. Donc voilà. Donc ça résonne chez les gens, hein. Ça résonne forcément. Et puis un troisième c'était vendredi, qui était qui me dit ah oui tiens oui ce serait intéressant, on peut faire un test, enfin organiser une démo, organiser un test, oui ce serait une bonne idée, on peut faire ça en décembre. Bon bah super. Et enfin, aujourd'hui, donc 2 échanges, un téléphonique avec un DG d'école et puis une rencontre avec une DG adjointe d'une autre école, un petit peu moins encourageante quelque part, mais très instructif. Un peu moins encourageant parce que le DG de ce matin, en gros, me dit et il a raison, hein, qu'en gros, le gros problème de l'IA pour les écoles que lui connaît, c'est qu'en gros, ça concerne tellement de gens qu'il y a un problème de gouvernance interne quant à savoir qui s'empare
du sujet. Et selon qui s'en empare, il ne sera pas traité de la même manière. Et personne n'a véritablement tranché là-dessus. Donc il y a une sorte de blocage au départ parce que personne ne sait vraiment qui va s'en charger. Ou au contraire, ils sont trop nombreux à vouloir s'en charger. Et il me disait aussi, et ça je trouvais que c'était très intéressant, il me dit aussi, là je reçois des appels, enfin je reçois des offres tous les jours, je reçois une offre de solution d'IA, il me dit c'est d'une grande n'importe quoi. Ce qui veut dire qu'effectivement, donc, il y a un certain nombre d'agences IA, d'entreprises qui surfent sur la vague de l'IA. Bon, moi, je fais un peu la même chose. Je fais un petit peu la même chose. Je pense que la différence, c'est que pour moi, l'IA n'est pas une finalité en soi, c'est pas une fin, c'est pas comment dire, le mec plus ultra. Il se trouve que pour moi, l'IA, ça aide à faire ce que j'ai à proposer. Vous voyez, l'évaluation du mémoire de fin d'études, l'évaluation du rapport de stage, le chatbot socratique. L'IA, pour moi, est un support, pas une fin en soi. Tandis que d'autres, oui, j'en connais un certain nombre qui font de l'IA, pour faire de la technique, et ça, je veux bien croire que beaucoup d'écoles reçoivent des propositions en tout genre, mais pas forcément sur des choses qui sont pertinentes à leurs yeux. Et cet après-midi, donc, j'avais rendez-vous avec une DGA, avec qui je m'entends très bien. On a discuté 1h30 à peu près, qui me disait le mémoire, c'est vraiment le sujet du moment, partout. Et elle me disait, maintenant, ça va être probablement très compliqué parce que ça crispe. C'est-à-dire que l'IA, c'est un peu l'ennemi des profs, ou les profs ont estimé que l'IA était leur ennemi, et du coup, elle me disait, ça va être très difficile de faire passer un outil qui évalue le mémoire de fin d'études lorsque des profs estiment que c'est encore leur métier. En revanche, me disait-elle, ça peut être très utile pour les rattrapages. Elle me disait les mémoires qui doivent passer au rattrapage, c'est la tannée, c'est pénible administrativement, pédagogiquement organisé. Donc là, c'est vrai que ça pourrait être très utile. Puis elle me disait aussi, ça pourrait être utile comme une aide, oui, à l'évaluation, mais en tout cas, ça ne pourra jamais remplacer aujourd'hui. Je disais, oui, pour moi, il n'y a pas de question. Il n'est pas question que ça remplace a priori quoi que ce soit. Ça vient en complément d'autre chose, mais il faut gouverner la chose. Et elle me disait, en revanche, ça peut être très utile pour les mémoires de licence, les mémoires de bachelor, qui sont tellement nombreux qu'il n'y a jamais assez de profs pour corriger. Il me disait, là, il y a probablement un truc à explorer. Bon, je vais regarder. Et elle me disait encore, mais ton outil sera sans doute encore plus pertinent sur le rapport de stage, parce qu'on ne va pas se mentir, le rapport de stage, qui le lit? C'est rasoir. Pas sur le principe, c'est devenu rasoir. C'est censé être un exercice de réflexivité, un exercice dans lequel l'étudiant montre ce qu'il a appris, enfin ce qu'on lui avait vendu, ce pourquoi il est venu, ce qu'il a trouvé, ce qu'il en a tiré, mais les rapports de stage sont devenus des lieux communs, on va dire, des platitudes, des banalités qui font que les profs n'ont pas envie. Voilà, clairement, les profs n'ont pas spécialement envie de passer 1 ou 2 heures à travailler à évaluer un rapport de stage. Donc là, il y aura sans doute quelque chose à voir qui soulagerait beaucoup de monde. Donc, dont acte. Forcément, tout ça ne fait pas complètement mon affaire pour le moment parce que je fais connaître l'outil. Alors on me demande quand même d'envoyer les liens, donc j'envoie les liens et je fais connaître les outils. Pour l'instant, c'est le début. J'espère que le début aura une suite, bien sûr, et qu'un dénouement heureux.
mais ça, seule l'histoire nous le dira. En revanche, ce qui est très intéressant, donc j'ai aussi échangé avec une chasseuse de tête que je connais depuis assez longtemps, parce que je voulais lui dire où j'en étais, et elle trouve que c'est vraiment une très 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 bonne idée, et elle m'a donné aussi des pistes de réflexion pour le coup d'après. Très intéressantes que je vous raconterai une autre fois, hein, bien sûr, parce que là on est sur de la réflexion seulement, même pas sur du projet ou de l'avant-projet, hein, c'est au stade de l'idée. Mais c'était aussi une manière pour moi de maintenir la flamme, en fait, d'entretenir la flamme, de maintenir le lien. Et donc j'en suis très content de ça. Donc ça c'est ce que j'ai vécu cette semaine, donc jusqu'à aujourd'hui compris. Et donc je dirais des choses globalement, je vais faire du Georges Marchais, globalement positif. Donc c'est globalement positif. J'ai un peu l'impression de tourner en rond, je dois dire, parce que ça avance pas très vite. Mais ça, je le sais. Hein, je m'attendais pas à ce que ça démarre très rapidement. Mais je commence à m'impatienter un petit peu, à trouver le temps long. Bon, en même temps, la boîte n'est pas encore créée, donc à la limite, tant mieux si ça va pas trop vite non plus, parce que je serai même pas en mesure d'établir des contrats. Bon, l'un dans l'autre, ça se tient. Donc, j'en suis là. Et tout ça pour parler aujourd'hui de l'organisation des lectures, sachant que je vais vous présenter aussi toujours quelques outils que je trouve vraiment puissants pour l'organisation des lectures. Alors c'est pas l'outil pour l'outil, hein, je pense que vous m'avez compris, vous me connaissez. Je me fiche de la dernière nouveauté technologique. Si j'ai un besoin particulier, s'il y a une technologie qui est dispo et qui m'aide, eh ben parfait. Mais sinon, voilà, je ne vais pas vous présenter des technos pour le principe de vous présenter des technos. Donc sur les lectures. La semaine dernière, on avait évoqué ensemble comment commencer les lectures, par où commencer. Et aujourd'hui, il me semble important d'évoquer comment les organiser une fois qu'elles ont commencé. Et donc je voudrais faire quelques rappels avant de développer plus avant sur les manières de procéder et les outils à proprement parler. Donc sur les lectures, en fait, donc, comme je disais la semaine dernière, au stade préliminaire du travail de mémoire, les lectures sont importantes pour identifier la pertinence de ce sur quoi on a envie de travailler. Donc comme je disais les fois précédentes, dans un premier temps, ce qui importe, c'est d'être intelligent, c'est de faire travailler ses méninges, plus que son ordinateur et ses yeux, on va dire. C'est véritablement donc de peaufiner, de clarifier ce sur quoi on a envie de travailler. Mais une fois qu'on est à peu près au clair, en utilisant par exemple mon chatbot socratique, que je vais pompeusement baptiser Socrate, et j'espère que je pourrai déposer la marque Socrate pour mon chatbot à l'INPI. Donc je disais, après avoir utilisé par exemple mon chatbot et être arrivé à un sujet et une question de recherche, donc les premières lectures sont pertinentes, oui, pour déterminer la pertinence, l'actualité de ce sujet, de cette question de recherche. Bon, jusque-là, rien de vraiment nouveau sous le soleil.
Maintenant, donc ça va permettre de déterminer donc oui ce qui sera pertinent de traiter ou pas. Et dans un second temps, et c'est là que je vais vous parler d'un autre outil très rapidement. Dans un second temps, ce qu'il va falloir faire, ça va être identifier les lectures, donc qui seront qu'il faudra engager. Et pour identifier les lectures, ce qu'il faudra, c'est identifier un corpus qui soit, alors ça va paraître surprenant, mais d'une certaine manière homogène. C'est-à-dire que c'est-à-dire que l'objectif ici des lectures, c'est de déterminer ce qu'on sait déjà, ce qui reste à savoir sur le sujet, mais aussi ce sur quoi la recherche est d'accord et ce sur quoi elle ne l'est pas. Donc ce qui fait consensus et ce qui fait débat. Et pour cela, il est important donc de déterminer les grands courants de pensée qui s'affrontent et comment ils interagissent les uns avec les autres, comment ils se positionnent les uns par rapport aux autres. Et là donc, je dirais, ça demande un certain effort, et cet effort, il commence par l'identification des lectures pertinentes. Et là, donc, l'idée, c'est d'éviter à tout prix un piège qui consisterait à prendre simplement les lectures qui ont l'air intéressantes. Alors, on a parlé la dernière fois de la lecture rapide d'articles, si vous vous souvenez. Donc très bien, vous voyez des choses, puis vous dites « Ah oui, ça m'a l'air intéressant, ça m'a l'air intéressant, ça m'a l'air intéressant. » Et sans discernement. Et là, c'est la chose à éviter. D'où donc certains outils, je reviens sur celui que je vous avais présenté, que je vous ai déjà présenté, Publish or Perish. Mais vous pouvez utiliser autre chose, des bases de données, et on y reviendra après, de toute manière. Donc là, moi, je vais partir sur des mots-clés. Je vais reprendre ceux de ma thèse. Accountability. On est en langage booléen, c'est-à-dire un et ou sans, donc and, or, nor, ou not. Accountability, and, donc moi j'avais ethnicity, and religion, and practices, pour voir en gros ce qui existe. Là, le Publish or Perish me dit qu'il y en a 200, donc 200 résultats. Donc en gros, il y en a probablement plus, mais il limite sa recherche à 200. Au-delà, en fait, voilà, ici on voit, il y en a 1912, 1913, mais il va m'en donner 200 parce qu'au-delà, il bug. Donc, ici, on voit donc les références avec leur nombre de citations à gauche. La première en a plus de 5000, et puis la dernière, elle doit en avoir aucune. Ok. Ceci étant, donc la dernière fois, c'est vrai que j'avais évoqué l'importance de l'autorité par le nombre de citations. Ceci dit, donc moi, j'étais en gestion, et ma thèse touchait à des questions de finance, à des questions de contrôle, de gestion et à des questions de compta. Donc, c'est plutôt dans ce genre de revue qu'il faut que j'aille taper. Et là, donc, je regarde ici et je vois le premier qui a l'air vachement bien. Cultural Humility versus Cultural Competence, a critical distinction in defining physician training outcome outcomes in multicultural education. Là, je vois quelque chose qui a l'air peut-être pas mal, ça parle d'ethnicité, donc je me dis ouais, ça peut être bien. Après, je vois que la revue, c'est Journal of Health Care for the Poor. Donc la revue des soins des soins du pauvre. Bon, honnêtement, c'est pas du tout mon rayon. Donc, a priori, j'évacue.
En gros, excusez-moi, je me reprends. Ce qu'il faut que je vois, c'est accountability. On est plutôt sur ce que je vous disais, management, contrôle, finance, compta. Ethnicity, on est sur de l'anthropologie. Religion, ça peut être aussi bien de la théologie que de la philosophie, puisque les philosophes ont beaucoup parlé de religion, se sont beaucoup intéressés à la question de Dieu, justement, ce qui leur permettait de prendre des distances. C'est ce qui a valu à Spinoza d'être persécuté par le régime sous lequel il vivait, oser questionner la religion. De manière très intéressante, les leçons talmudiques les plus poussées sont celles de Lévinas, qui est connu pour aussi toute autre chose. Donc, religion, donc ce sera pour moi en théologie en grande partie, en philosophie et très certainement aussi en sociologie des religions, forcément. Donc, je vais regarder plutôt dans ce champ-là. Et practices, donc la dernière fois, la fois d'avant, pardon, j'avais parlé des pratiques. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qu'on s'est dit. Et donc, je regarde, grosso modo, là on prend ça comme si c'était une base de données, je regarde, puis je vois des revues. Donc j'en vois une, Against the Undertow, Language Minority Education Policy and Politics in the Age of Accountability. Ça a l'air pas mal, ça parle de accountability, ça parle de minorité. Bon, maintenant c'est quoi? C'est Educational Policy, donc en gros politique éducative. Ça veut dire que l'angle d'approche, ce sera l'éducation, ce qui n'est pas mon rayon a priori. Donc, même si c'est susceptible d'être intéressant dans l'absolu, ça ne va pas avoir ma priorité. En revanche, je descends, Settling Accounts, Violence, Justice and Accountability in Post-Socialist Europe. Non, pas forcément. Post-Socialist Europe, je ne suis pas sûr. Éventuellement plus tard. Mais là, plus intéressant, Creating Corporate Accountability, Foundational Principles to Make Corporate Citizenship Real, Journal of Business Ethics. Là, Business Ethics, on n'est pas très loin de mes préoccupations, et là, ce qui est évoqué ici, oui, ça peut avoir un intérêt. Je vous les fais pas tous, mais là où je voulais en venir, c'est sur le fait que je cherche et puis pourquoi ça veut rien savoir là, hop. Donc je cherche et puis à un moment donné je tombe ici sur attendez, il est où, alors pardon, je vais enlever ethnicity pour commencer parce qu'il y a autre chose que je voulais voir. Mais grosso modo, ça y est. Donc grosso modo, donc je vois un certain nombre de revues là qui sont proches de ce qui pourrait être mes centres d'intérêt immédiats. Et donc comme j'ai identifié des mots-clés, donc ici un certain nombre de mots-clés que je peux remplacer par ou combiner avec des synonymes, je peux placer des antonymes également, des mots qui me semblent complémentaires et faire donc tout un ensemble de recherches. D'ailleurs, parmi nous ce soir, j'ai vu quelqu'un dont la thèse, dont la revue littérature s'appuie sur une combinaison de mots-clés scientifiquement, quasiment mathématiquement construite. Donc, tant et si bien que je ne me souviens plus exactement de toutes les combinaisons, mais il y en avait une vingtaine. Et c'est ce qui est une très très bonne idée. Donc là où je voulais en venir, donc il y avait, quand j'ai fait cette recherche-là il n'y a pas longtemps, j'ai vu un truc que justement je souhaite vous montrer parce que ce sera assez facile. Alors, bon, allez,
on va arrêter ici. Oui, ça a été annulé. Alors. Donc, ici, il y avait... regardez, j'ai quelque chose qui dit Social and Moral Accountability in Action. The religious roots of corporate social responsibility in an Italian entrepreneurial family. Donc là, ce que je vois, accountability and religious roots, les racines religieuses de quelque chose, et c'est dans une revue qui s'appelle Accounting History Review. Ce qui veut dire que dans cette revue, il y a des choses qui parlent de ces thèmes-là. Puis je vois au-dessus Accounting and Religion, an Historical Perspective, dans une revue qui s'appelle Accounting History. Puis dans une autre revue, Accounting Forum, Turning to Religion, NGI Accountability in a Faith-Based Development Organization. Donc se tourner vers la religion, l'accountability d'une ONG dans une organisation de développement mue par la foi. Donc tiens, ces trois revues sont pertinentes. Et puis je vois ensuite, en dessous, 2016, Religion and Counting Texts in 18th Century Scotland. Donc, dans une revue, Accounting, Auditing and Accountability Journal. Ça veut dire que cette 4e revue est pertinente, a priori. Je ne vous les fais pas toutes, mais grosso modo, on commence comme ça. Et puis ensuite, on en lit, une fois qu'on en a collecté un certain nombre, on les lit, mais aussi pour identifier les revues qui sont récurrentes, on va regarder la bibliographie. Et en regardant la bibliographie, ce dont on se rend compte, je vais essayer, ce que je vais faire, c'est qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc je vais vous prendre un papier à moi, ce sera le plus simple. Donc je vais vous prendre celui-ci. Hop. Est-ce que c'est... Non, c'est pas le bon. Ah, zut, j'ai pas sorti le bon, mais ici, voilà. Donc ici, je vais prendre un papier à moi qui est sorti en 2013 dans la revue Accounting, Auditing and Accountability Journal. Donc en gros, je vais regarder, avant même de le lire, je vais regarder la biblio pour voir les revues qui ressortent et pour en fait ensuite aller faire des recherches plus systématiques dans l'autre outil que vous avez ici, ou sur les bases de données, et j'y reviendrai tout à l'heure, pour les récupérer. Et donc je vois ici, quand on publie dans Accounting, Auditing and Accountability Journal, et finalement il y a des revues amies, c'est-à-dire avec des auteurs qui publient dans l'une et dans l'autre. Et parmi celles-ci, on a, Accounting, Organizations and Society, Management Accounting Research, Accounting History, que j'ai évoqué tout à l'heure. On en a quelques autres qui reviennent. Donc, Social Studies of Science, qui revient beaucoup. Bon, je ne vous les fais pas toutes, mais en gros, on voit un certain nombre de titres qui reviennent régulièrement, alors dans le même article, et puis même d'un article à l'autre. Et à ce moment-là, on se dit, sans doute sera-t-il pertinent pour moi d'aller taper dans ces revues. Et c'est comme ça qu'on peut déjà organiser la recherche de lecture. Ça, c'est une première étape. Une deuxième étape consiste ensuite à aller chercher dans les catalogues, voir ce qui existe. Donc j'ai évoqué, je vous ai montré Publish or Perish, ici, donc qui est adossé à Google Scholar, mais on a aussi les catalogues des bases de données, les catalogues des grandes bases de données des éditeurs scientifiques, auxquels vous avez accès en passant par le portail
de la bibliothèque de votre établissement. Mais ce que je veux montrer, c'est, voilà, en fait ici, ça marche de la même manière que ce que je vous ai montré avec Publish or Perish, sauf que là, on est spécifiquement sur une base de données en particulier. Donc si je fais Accounting and Religion, et ici, et là on va voir ce qui ressort. Donc il y a 72 000 articles. Bon, ça veut dire que là la recherche était beaucoup trop vaste, donc il faudra affiner. Donc je peux ajouter un ethnicity puisque c'était aussi ce qui m'intéressait, et là on passe à 27 000, enfin un petit peu moins de 28 000, donc je peux ajouter practices. Là on arrive à 21 000. Bref, je ne les fais pas tous, hein, mais grosso modo, là on est donc sur une base de données. Et donc c'est exactement le même principe qui s'applique, le même principe que ce que je vous ai montré il y a un instant. Et surtout, là où je voulais en venir, donc oui, ce qui peut être, non là j'y ai pas accès tel quel, mais ce qui peut être très utile, ouais là je peux pas vous montrer parce que je suis pas connecté, donc ça fait rien. Maintenant, ce qui est très utile pour la recherche d'ouvrages en revanche, c'est l'utilisation d'un gestionnaire de bibliographie, d'un logiciel gestionnaire de bibliographie. Il en existe plusieurs, moi j'en connais 3. Un que j'aime beaucoup qui s'appelle EndNote, c'est celui que vous avez sous les yeux, que j'ai utilisé jusqu'à l'année dernière, que maintenant je ne peux plus utiliser temporairement parce que je n'utilise plus Word, Microsoft, et il est intégré à Microsoft Word. Il y en a 2 autres qui s'appellent Zotero et Mendeley, qui sont open source et qui sont intégrés aussi bien à Word de Microsoft que aux différentes distributions ou versions des logiciels open source, type OpenOffice, LibreOffice. Donc je suis passé par nécessité à l'un d'entre eux, Zotero. Donc je vais déjà vous montrer un truc que je trouve très très puissant avec EndNote pour la recherche, c'est l'option, c'est dans les outils, il y a Online Search, attendez, je trouve, Online Search, voilà, donc Online Search, et là en fait on peut avoir accès au catalogue de, pas toutes, mais d'énormément de bibliothèques du monde entier. Et donc on peut avoir accès aussi, en se débrouillant bien, au catalogue de la BNF, au catalogue de son école, de son université. Moi j'aime bien faire des recherches sur le catalogue de la bibliothèque du Congrès des États-Unis parce que c'est l'une des bibliothèques les mieux fournies au monde. Et donc là, si je mets ici Emmanuel Levinas, et ben on va voir ce qu'il me donne. Donc là il a une centaine, il dit 100, mais le logiciel s'arrête à 100 références en une fois. Et donc là, on en fait tout, et ce qui est très intéressant, bon, erreur, bon, c'est pas grave, mais en gros, on a donc dans les différentes langues de publication, on a ce qu'a publié Emmanuel Levinas. Et donc là où je voulais en venir, c'est pas tellement là-dessus, parce que ça, c'est comme aller dans n'importe quel catalogue. En revanche, on peut télécharger la notice complète. Simplement sauvegarder la notice complète. Et en gros, quand on a la notice complète, eh bien, finalement, elle vient se... Alors, la notice complète, en fait, elle vient alimenter instantanément la base de données. Donc, moi, je vais vous montrer ici ma base Zotero. Et donc en gros, j'ai ici donc la base de données qui est complète. Donc là, il y a combien? Il doit y avoir près de 5000 références, je crois. Je ne me souviens plus exactement, mais ça doit être dans ces eaux-là. Je vais avoir près de 5000 entrées avec donc des notices complètes qui, pour certaines, ont été téléchargées depuis le catalogue de la bibliothèque. Pour d'autres, depuis le fichtre,
Depuis la base de données, alors là, comme je ne suis pas connecté, j'y ai pas accès, mais en général, on a ici à droite quelque chose qui dit télécharger la référence en format ceci ou cela. Et en gros, ça vient intégrer quasi instantanément à la base de données la référence qu'on veut. Et ce qui est très intéressant, c'est surtout qu'on a la référence complète, sans faute de frappe, sans oubli de quoi que ce soit. Et là où c'est très puissant, c'est là que je voulais en venir aussi, c'est sur le fait que, eh bien, on se retrouve avec donc la possibilité ensuite d'aller taper, quand on est dans son traitement de texte, d'aller chercher une référence qu'on veut intégrer. Pourquoi est-ce que là il ne le fait pas? Oui, ça y est. Donc il a été un petit peu long à démarrer, mais en gros, on va dire, je veux intégrer ces références à mon texte, et donc il va les intégrer ici automatiquement, et après, je lui demande de surtout ne pas oublier de faire la bibliographie. Et bien il me met la bibliographie, donc la référence en bibliographie, au format que j'ai choisi, et il me les met, il me refait la bibliographie dans l'ordre alphabétique, en temps réel. Ce qui veut dire que là, on gagne un temps monstrueux, à la fois sur l'adéquation entre le texte et la bibliographie, et sur le format de la bibliographie qu'on n'a pas à reprendre à la main. Parce que donc, toutes les autres références, vous allez voir, je vais tac, je vais ajouter d'autres références. Donc c'est oups. Donc je vais ajouter d'autres références. Vous allez voir tout de suite qui vont venir. Allez, peu importe laquelle. Allez, je vais prendre ça par exemple. What says Zimmerman. Et là, donc la référence What says Zimmerman a été ajoutée là où je voulais, ici en bibliographie, au bon endroit, et tout est au même format. Donc je n'ai même pas à me préoccuper de quoi que ce soit. Et je sais qu'il n'y aura aucune faute de frappe parce que les notices complètes ont été téléchargées à partir de l'outil. Donc ça, pour organiser les lectures, c'est remarquable. Voilà. Moi, je ne peux pas me passer de cet outil. Alors, de l'outil EndNote et Zotero, ça je ne peux pas m'en passer. C'est vraiment très 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 puissant, je trouve. Très utile. Donc, disais-je, il s'agit avec les lectures, donc de déterminer ce qu'on sait déjà, ce qui reste à découvrir, ce sur quoi la recherche est d'accord, enfin ce qui fait consensus et ce qui fait débat en recherche, ok, mais aussi, après, l'idée c'est aussi d'identifier les grands courants de pensée. Et là, identifier les grands courants de pensée, on ne peut pas préjuger finalement de la manière dont on va les identifier précisément. C'est-à-dire que les courants de pensée, très souvent, on les résume aux conclusions, se disant « Ah bah tiens, les auteurs sont pas d'accord, enfin arrivent à des conclusions différentes, donc en gros, le courant A conclut telle chose, le courant B conclut telle autre chose. » Et en fait, trop souvent, c'est une erreur. Parce que c'est pas tellement la conclusion à proprement parler qui importe. C'est comment on est arrivé à des conclusions différentes. Sur quoi portent les différences. Et donc, moi, il y a une chose que je recommande systématiquement quand on fait des lectures, c'est d'avoir une grille de lecture, justement, une grille d'analyse des lectures. Et donc là, je partage à nouveau mon écran avec vous. Donc moi, j'ai un truc que je fais systématiquement. Aujourd'hui, jusqu'à présent, je le faisais juste avec Excel, avec un tableur, mais je vais passer à un autre outil. Je vous ai montré tout à l'heure avec la base de données, mais
je vous en dirai davantage sous peu. Donc en fait, je vais prendre... ce que j'avais... Oui, voilà, j'ai celui-ci. Je vais commencer par celui-ci. Je pense que ce sera peut-être plus simple. Alors, donc, dans un premier temps, quand je prends... Alors, pourquoi est-ce que... Non, c'est pas celui que je voulais, évidemment. Donc... Database and Culture, ça oui, et ça c'est... Non, c'est pas le bon. Alors, bon, je suis embêté parce que j'ai pas ce que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave, je sais où il est, donc je vais aller le chercher. Hop. C'était... oui, c'était ici. C'était... Pardon. Ça devait être probablement 2016. Non, pas 2019. Ah, c'est peut-être Appindex. Est-ce que c'était celui-là? Oui, c'était celui-ci que je voulais montrer en premier. Alors, ici, Appindex 2009. Bien. Alors, donc, mais non, c'est pas celui-ci que je voulais montrer. Toutes mes excuses. Hein. Je sais exactement ce que je souhaite montrer, mais, je ne sais plus dans quel dossier je l'ai mis. C'est dommage, mais ça va venir. Hein, ça va venir. Bear with, comme dirait l'autre. Tac. Annexes, non, Piper Coding, Sample. Ouais, il devait y avoir ça, Coding. Ah, voilà. Il devait y avoir celui-ci. Alors. Donc. Bon. Alors. Bon. Alors, je suis embêté parce que je ne retrouve plus celui que je voulais vous montrer. Mais, en gros... En gros, ce que je fais systématiquement, c'est donc c'est que j'ai les articles en ligne et en colonne, j'ai autre chose qui est ma grille d'analyse. Ma grille d'analyse des articles. Et donc ici, j'ai le positionnement, le débat scientifique, le site empirique utilisé, la théorie mobilisée, la méthodologie employée, les résultats, le type de recherche, etc. Alors je vais revenir là-dessus dans un petit moment. Bon, ici, si je prends celle-ci, qui était une grille revue, mais bon, celle-ci au moins elle mérite d'être remplie. C'est pas celle que je voulais, mais elle a le mérite d'être remplie. C'est-à-dire qu'en fait, donc j'ai en ligne le papier, et puis j'ai donc pour chaque colonne, j'ai des éléments de l'article qui me permettent d'étayer le propos. Et ce que je fais, c'est que j'emploie des mots-clés. Donc j'essaie d'employer des mots-clés qui soient à peu près systématiques pour la suite. Vous allez comprendre dans un instant. Donc là, vous voyez, ici, qu'il y avait 69 articles. Là, on voit donc les revues. Ok. Là, je comprends que ce ne soit pas super clair, mais c'est pas grave parce que c'est pas ça que je voulais vous montrer. Mais je suis embêté parce que... je suis... Bon. Alors, ça fait rien, mais donc en gros, après mon codage, j'ai donc l'article en question. Oui, je vous raconte quand même de quoi il parle, parce que sinon je pense que vous ne comprendrez pas très bien l'intérêt. J'arrête le partage un instant, le temps de vous dire de quoi parle l'article. Donc l'article en question s'intéressait aux critiques adressées au modèle d'évaluation des cultures de Geert Hofstede. Alors, probablement vous ne connaissez pas Hofstede, mais c'est pas grave. Geert Hofstede, c'est
le chercheur qui a créé un modèle d'étude des cultures selon 6 dimensions et qui sont figées. Voilà, 6 dimensions figées, mais ce modèle a énormément de limites, mais ce modèle est très couramment utilisé. Il est très largement utilisé en recherche, en grande partie parce qu'il est facile à comprendre, facile à utiliser, donc beaucoup s'en sont emparés. Et puis, ce modèle, on s'est rendu compte que il n'était pas forcément aussi bon qu'on le croyait. Et je suis tombé un jour sur un article d'une collègue néo-zélandaise qui s'appelle Rachel Baskerville et qui disait « Hofstede never studied culture ». Hofstede n'a jamais étudié la culture. L'article m'a énormément plu. Je l'ai largement utilisé dans ma thèse, parce que je l'avais trouvé vraiment puissant, cet article. Et puis, et un jour, j'avais décidé de construire quelque chose sur le fondement de son article « Hofstede never studied culture ». J'avais donc préparé un texte pour un congrès qui se tenait à Sydney et donc au congrès je présente l'article qui était moyen. Enfin voilà, c'était un article de jeune docteur. Moi j'avais soutenu un an avant, c'était en partie dérivé de ma thèse, c'était une des revues de littérature de ma thèse, parce qu'il y avait 2 chapitres de revue de littérature, un sur le contrôle, ou la finance et la religion, et l'autre sur l'ethnicité et les études en gestion. Et donc j'avais fait cet article, cette communication pour le congrès, qui était pas extraordinaire, où j'essayais de montrer que, oui, elle avait raison, Hofstede avait tort, et donc le modèle de Hofstede méritait d'être enrichi ou remplacé par l'ethnicité comme unité pertinente d'étude des cultures. Je présente donc à Sydney, et puis à la fin, quelqu'un applaudit, engage tout le monde à applaudir, disant que c'est vachement bien et tout. Alors bon, moi j'étais content comme tout, hein. Et puis quelqu'un vient me voir après et me dit « T'as vraiment de la veine ?» parce que Rachel, généralement, est super cassante. Généralement, elle est connue pour pas aimer les papiers qui sont présentés. Alors je dis « Rachel, c'est quoi son nom ?» Et il me dit « Rachel Baskerville ». C'était la Rachel Baskerville, celle que j'admirais, celle dont j'admirais les travaux, et qui avait aimé mon article. Bon, tant et si bien qu'ensemble, on a été éditeur d'un numéro spécial de la revue Accounting, Auditing and Accountability Journal sur l'ethnicité, justement. Donc on avait travaillé tous les deux avec un anthropologue néo-zélandais et on avait donc été coordinateur d'un numéro spécial de cette revue-là. Et donc je suis très content d'avoir travaillé avec Rachel Baskerville sur ce sujet-là. Et donc je suis très content parce qu'en même temps que je vous parlais, j'ai réussi à retrouver ce que je voulais vous montrer et qui vient illustrer tout ça. Donc je ne parlais pas pour délayer, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, bien sûr. Ici donc... j'avais, alors c'est petit hein, mais je vais agrandir, donc j'avais pris tous les articles et donc ce qu'il faut savoir c'est que donc, la critique de Rachel Baskerville n'était pas la seule. Il y avait en fait 4 critiques au total du modèle de Hofstede. Celle de Baskerville qui datait de 2003, une autre de Max Winnie qui datait de 2002, une de Bhimani qui datait de 99, et là on a les 4 critiques, et donc ici,
et une de Harrison et McKinnon, qui datait de 99 aussi. Alors les 4 critiques ne traitaient pas exactement des mêmes choses, ne disaient pas exactement les mêmes choses, mais il y avait les 4. Et donc moi, ce que j'ai fait dans un premier temps, j'ai pris les articles, tous les articles que j'ai pu trouver qui, en compta ou en contrôle et en management de manière large, évoquaient, ou se référaient à au moins l'une des 4 critiques, et de manière explicite. Alors, mais j'ai supprimé toutes les références juste en passant, toutes les références juste en note de bas de page, ou les références qui en fait n'en étaient pas, c'est-à-dire juste le nom, mais sans discuter finalement du contenu, ou sans s'appuyer d'une manière ou d'une autre, ou même sans le critiquer. Et donc j'avais ici effectivement Knowledge Climb, donc l'objectif de connaissance, le débat scientifique, la critique à laquelle se référaient les auteurs, le site culturel étudié, l'unité de culture, la méthodologie de collecte et de traitement des données, le cadre théorique, le nombre de citations qu'a eu l'article en question, les conclusions et les contributions à la connaissance, et puis ensuite, certains passages qui me semblaient intéressants de citer. Et donc, ce que j'ai fait, ça a été plusieurs choses. D'abord, ce qui m'importait, c'était d'identifier la postérité des 4 critiques. Donc je vous fais grâce des pourcentages ici, l'enjeu n'est pas de les discuter, mais pour moi ce qui était important, c'était de voir la postérité de chacune des critiques, c'est-à-dire déjà combien chacune des critiques était citée, donc combien de cas elles faisaient l'objet d'une vraie appropriation dans un premier temps, puis je me suis intéressé à l'impact secondaire, c'est-à-dire les articles qui avaient cité des critiques, quelle a été leur propre postérité immédiate, donc en termes de citation, et puis après l'impact ultime, c'est-à-dire les articles ayant cité des articles citant la critique, donc que sont-ils devenus, ou combien étaient-ils, etc. Et donc en fait, tout ce que vous voyez ici, c'était... Après, donc ce que j'ai fait, ça a été une chose qu'un de mes doctorants a trouvé étonnante hier quand j'en ai parlé dans le même live avec mon public anglophone. Il a été étonné de voir qu'on pouvait faire des tableaux croisés dynamiques, c'est-à-dire en fait des rapprochements statistiques et des rapprochements par groupe sur la littérature. Et en fait, tous mes tableaux là, celui-ci, le premier, le premier ici, sert à ça justement. C'est-à-dire qu'en fait, des tableaux croisés dynamiques, ce sont des tableaux qui en fait permettent, à partir des données, d'identifier finalement là où les colonnes qui permettent de regrouper des articles ensemble et de dire tels articles, il y a finalement 2 groupes d'articles qui s'affrontent et ce qui les différencie, ça peut être la méthode. Ce qui les différencie, ça peut être l'unité culturelle. Ce qui les différencie, ça peut être autre chose. Alors évidemment, si on part des conclusions et des contributions, oui, on est d'accord, mais c'est couru d'avance. Et donc moi, j'ai pu en gros systématiser tout ça avec, à la fin, comme je vous disais, ces tableaux-là qui sont le fruit de formules que j'ai fait tourner à partir de mes données de départ. Donc je passe sur les détails techniques à ce stade, mais en gros, il m'importait non pas de les prendre un à un et de dire un tel a dit que, un tel a dit que, un tel a dit que, mais d'identifier les blocs. Et donc je les ai identifiés de cette manière.
Et ce faisant, donc j'ai pu identifier des codes qui ressortaient. Donc là, je fais simple, Hofstadter C ou E, c'est critique ou elicitation, donc en gros critique ou évocation, le moment de la critique si elle a eu lieu, avant, pendant ou après la publication des travaux. Mais surtout, là où je voulais en venir. Donc après, j'avais mes formules ici, mais surtout. Après, donc j'ai pu faire tourner donc identifier donc les papiers qui se référaient à la critique primaire, puis ceux à la critique secondaire, refaire un tour de codage, tout ça, ça ressortait déjà du premier fichier que je vous ai montré. Et ça me faisait ressortir en fait trois groupes de papiers. Donc il y avait les papiers qui s'appuyaient encore sur Hofstadter et qui en gros disaient il y a des critiques mais ça vaut que dalle, ça vaut pas tripette. Il y a ceux qui étaient qu'on appelle les réformateurs qui s'appuyaient explicitement sur les critiques, y compris des années après. Et puis on avait les émancipateurs qui, eux, s'étaient tellement bien appropriés les critiques qu'ils n'avaient plus besoin de s'y référer explicitement. Il suffisait en fait de se référer à l'idée qui était défendue, et à ce moment-là, ça voulait dire que, la critique a bien pris. Et la critique, finalement, on va dire, joue son rôle lorsqu'on n'a plus besoin de l'invoquer, quelque part, lorsqu'on n'a plus besoin de justification de quoi que ce soit. Et tout ça pour dire que, donc, j'ai pu faire tout ça parce que j'avais au départ, comme je vous disais, donc, j'avais au départ un tableau complet avec donc toutes mes lignes et mes colonnes remplies, avec mes formules qui permettaient de faire tourner la chose, et surtout aujourd'hui, donc ça c'était sous Excel, donc Excel je l'avais fait, j'avais commencé à travailler dessus il y a 20 ans, et puis l'article est sorti en 2019, donc j'ai travaillé dessus jusqu'à il y a encore 6 ans, enfin un petit peu moins, on va dire 7 ou 8, enfin un petit peu plus, pardon, 7 ou 8, mais surtout, aujourd'hui, vous avez deux autres outils qui sont encore plus puissants qu'Excel, parce qu'ils sont assistés par l'intelligence artificielle, et donc on a celui que je vous ai montré avec ma base de données, Airtable, puis un autre qui s'appelle Notion, que je vais vous montrer tous les deux, et qui permettent, si vous voulez, ici vous avez, vous voyez, Pending Processing Completed Error, en gros, des statuts que j'ai indiqués, mais surtout ce qui est très intéressant, c'est que ici, on a une base de données qui peut se mettre à jour d'elle-même. C'est-à-dire qu'en gros, elle peut, grâce à l'intelligence artificielle, finalement, voir dans le tableau Excel que je vous ai montré des similitudes d'une colonne à l'autre, enfin d'une ligne à l'autre, et dire, tiens, telle chose ressemble à telle chose, ça peut rentrer dans un même groupe. Et donc en gros, là où pour Excel, je faisais un travail qui était en gros un travail statistique, surtout un travail de calcul, et un travail qui était en partie manuel, là, l'intelligence artificielle, enfin cet outil ici, booster l'intelligence artificielle, fait les rapprochements de lui-même. Donc il propose des catégorisations, alors qui nécessitent d'être vérifiées, confirmées par l'humain, mais il propose des catégorisations qui font gagner un temps monstrueux. Et son concurrent immédiat s'appelle Notion. Et donc Notion, il peut faire à peu près pareil. Donc là, j'ai mon outil d'évaluation du mémoire, la toute première version, venait alimenter une base Notion. Bon, ça admettons. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'était autre chose. Ici, qui relève... Alors, ici, donc c'était bon quand j'ai fait mon bilan de compétences, surtout, même principe, donc il y avait un certain nombre de catégories donc ma coach avait définies, et en gros, la base de données
s'alimentait, voilà, s'alimentait au fur et à mesure, s'alimentait elle-même, des regroupements étaient faits, une étude syntaxique de ce que je pouvais dire était proposée par l'outil qui en gros disait tiens, il y a eu la récurrence de tel type de terme, mais qui renvoie aussi à tel groupe de termes, à tel champ lexical, etc., etc. Ce qui permettait de... Ah, salut Clément! Salut Clément, ravi de te voir parmi nous. Je pensais que tu aurais fini aux pompes funèbres, enfin à l'Institut médico-légal pour commencer. Et donc je disais que cet outil dopé à l'intelligence artificielle permet de faire le travail d'aider au travail de catégorisation qui, lorsqu'on le fait à la main, est titanesque. Et donc moi je recommande beaucoup d'utiliser ce type d'outil pour organiser les lectures. Ça facilite la vie. Ça c'est moi je trouve que ça facilite énormément la vie. Ça permet d'aller tellement vite et d'avoir une vision synthétique des choses rare. Donc, voilà ce que moi je voulais vous dire pour le moment. J'insiste sur quelques petites choses, à savoir quand on fait ce travail de recherche, de lecture, donc on va pas à la pêche, on va pas au hasard. Alors évidemment, au début on ne sait pas comment on fait. On ne sait pas forcément comment on fait pour chercher, où chercher, mais c'est pour ça que je vous indiquais à la fois Publish or Perish, qui peut être une bonne base de départ, et je vous indiquais aussi les bases de données. Donc les bases de données, en règle générale, tiens, je peux vous montrer comment on peut y accéder. Hop. Donc les bases de données, pourquoi est-ce que je n'y ai pas accès? Alors, ouais, c'était pas tout à fait ça. Alors, tac, non. Alors, c'est pas ça que je voulais. Bon, alors. Alors. Voilà, normalement, ça doit être bon par la bibliothèque de l'Université de Parme, où j'ai encore un compte. Alors, non, je crois que ça va pas être ça. Ah non, Ateneo. Ah, fichtre. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais pas essayer de la retrouver parce que sinon je risque de pas m'en sortir. Enfin, quoi qu'attendez, je risque de pas m'en sortir, mais je regarde quand même vite fait si j'y ai accès. Si je retrouve, tac. Généralement, c'est en bas. Bon, c'est pas grave. Donc, tant pis. Alors, c'est pas grave. Je vais passer directement par les bases de données. Mais en gros, quand on passe par la bibliothèque universitaire, on a une section qui dit base de données ou périodique en ligne, et ça renvoie vers les principales bases de données. Donc je vous en ai évoqué une qui est probablement, qui est l'une des plus fournies. Donc les grands éditeurs publient chacun des milliers de revues. Donc la Science Direct, c'est Wolters Kluwer, une maison d'édition néerlandaise qui a en fait des revues dans toutes ces disciplines, et qui en a des milliers. Et donc ça, c'est la première source possible. Ensuite, une autre, c'est JSTOR.org, donc c'est pareil, là c'est un concurrent
c'est un concurrent de Science Direct, qui fonctionne de la même manière. Donc on fait une recherche par mots-clés, et comme je vous disais, donc l'idée c'est vraiment au départ d'avoir déjà une idée à peu près claire de ce sur quoi on veut travailler, pour être au clair sur les principaux termes qu'il faudra rechercher, qu'on pourra faire entrer soit ici dans Publish or Perish. Donc vous voyez, je les ai mis ici en mots-clés, et ou dans les c'est pas grave, dans les bases de données des grands éditeurs, et donc on ne va pas complètement à la pêche. Et comme je vous le disais, donc ce qui est important, c'est aussi d'arriver à clarifier par mots-clés, à trouver des synonymes, des antonymes, des mots complémentaires, et vérifier aussi dans les bibliographies des premiers articles qu'on regarde, les titres de revues qui reviennent régulièrement, pour ensuite aller explorer de manière plus spécifique ces revues-là. Une chose qui est à éviter, c'est ce que je disais tout à l'heure quand j'ai commencé avec cet outil-là, une chose qui est absolument à éviter, c'est d'avoir des sources qui viennent de partout, en fait, sans qu'on puisse vraiment distinguer un fil conducteur, sans qu'on puisse vraiment distinguer les courants de pensée, parce que avoir un article qui est intéressant mais qui vient de telle revue ou de tel domaine scientifique, et puis un autre article qui a l'air super intéressant aussi mais qui vient d'une autre revue qui n'a rien à voir, ou d'un domaine scientifique qui n'a rien à voir non plus avec le précédent, ça ne permettra pas de véritablement comprendre l'état de la connaissance et l'état des débats scientifiques sur le sujet, sur la question qui nous anime. Non, on aura des morceaux épars, disjoints de discussion sur différentes facettes, différentes manières d'appréhender le même type de sujet ou de problématique, si bien qu'au bout du compte, on n'aura rien de vraiment probant, en fait. Et on aura surtout quelque chose qui sera assez disparate, peu exploitable, en fait. Voilà, moi c'est ça que j'ai beaucoup vu, c'est lorsque c'est trop disparate pour qu'on puisse bien se rendre compte. Et très souvent, c'est parce qu'il n'y avait pas, ou pas suffisamment, de stratégie, de recherche, de lecture, et pas suffisamment de lignes éditoriales fixées par l'étudiant, et une utilisation insuffisante des outils qui existent pour faciliter le travail. Les outils ne font pas votre place, on est bien d'accord, mais ça le facilite. Donc j'espère que ce que je vous ai montré là avec ces quelques outils que sont Excel, tout le monde connaît en principe. Donc pour ces outils que sont Excel, ces outils que sont Publish or Perish, Zotero, EndNote, mais aussi Airtable, donc la base de données qui relie mon outil, qui est relié à mon outil, ou encore Notion qui permet encore d'autres choses. Donc j'espère que vous aurez vu que de nombreux outils peuvent être employés pour exercer un effet de levier scientifique, un effet de levier intellectuel sur les lectures. Moi, c'est ça que je voulais aussi pouvoir montrer dans l'organisation des lectures. C'est pas seulement un truc abstrait, j'ai pas envie de dire théorique parce qu'il s'agit pas de ça, c'est pas seulement un truc abstrait dans lequel, selon lequel finalement on ne fait comprendre qu'il y a certains principes de lecture à appliquer, etc. Mais au final, ça reste assez désincarné. Non, moi ce qui m'importait vraiment là, c'était de montrer autant que possible des outils concrets, de vrais outils, de vraies manières de faire. Comment moi j'ai fait
Donc je vous ai montré pour de vrai. Hein, et bon, pour mes fichiers Excel, à un moment, comme ça date un peu, je me souviens plus exactement de où ils sont tous et où sont toutes les formules, mais j'ai pu vous reconstituer certains bouts. Et vous voyez même que lorsqu'on les a pas tous au même endroit, à un moment donné, ça devient un peu compliqué de reconstituer l'histoire. Et là, c'est vrai que ces outils boostés à l'IA permettent de centraliser tout ça. Donc ça permet de centraliser et les données, et le travail, et les formules, et tout. Et pour moi, ce qui est important, c'est à la fois le fait de pouvoir centraliser, mais aussi donc à la fois le fait de pouvoir centraliser et de pouvoir traiter les données ensemble. Et c'est vrai que le fait que les LLM, donc les grands modèles de langue, les grands modèles linguistiques employés par l'intelligence artificielle, puissent faire des rapprochements de concepts, d'idées, etc., pour ensuite, selon ce que vous avez dans un tableau, proposer des catégorisations, c'est fantastique. Et si vous vous souvenez de ce que je vous ai montré la dernière fois avec la botanique et la zoologie, donc CMAP Tools, c'est un peu le même type de principe. Donc en combinant ces différents outils, on peut largement amplifier l'effet des lectures qu'on a dressées et gagner un temps monstrueux et gagner aussi en compréhension, avoir une compréhension beaucoup plus fine de ce qu'on a pu lire, de ce qu'on a pu voir en recherche. Donc moi, c'est ça que je voulais vous montrer ce soir, partager avec vous. Et comme je disais tout à l'heure, hier sur mon stream en anglais, un de mes doctorants faisait la remarque qu'il était surpris de voir qu'on pouvait faire des choses pareilles sur la revue de littérature. Il était surpris qu'on puisse faire des tableaux croisés dynamiques, qu'on puisse utiliser des formules, faire certains types de mesures statistiques sur la revue de littérature et qu'on pouvait en faire un outil très puissant en fait. Et bien oui, on peut et moi je ne saurais que trop vous encourager à le faire, dans la mesure où ça simplifie quand même beaucoup la vie. Je trouve que il y a aussi quelque chose d'un peu ludique à le faire. C'est-à-dire qu'à la fois on apprend la recherche, on apprend des outils, on manipule aussi des outils nouveaux. Quand on sera sur d'autres types de fonctions plus tard, on découvrira encore de nouveaux outils. Donc c'est une manière aussi d'apprendre sur différents plans en même temps. Voici ce que je pouvais vous dire, ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Donc je vous remercie encore une fois de votre fidélité, de votre participation ce soir. Je ne sais pas s'il y a des choses que j'ai oublié de mentionner, s'il y a des choses qui manquaient de clarté, s'il y a des protestations, mais en règle générale, les protestations, elles viennent pendant que je m'exprime. Donc j'imagine que non. Auquel cas, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, une très belle semaine, et puis je souhaite de profiter du jour de l'armistice pour reprendre des forces, et je serai ravi de vous retrouver la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, pour ceux qui sont dans ma base de contact, je vous enverrai un SMS pour vous dire sur quoi ça portera. Si vous n'êtes pas dans ma base de contact, vous le découvrirez, le jour J. Mais j'insiste sur une chose, j'essaye autant que possible de suivre le calendrier universitaire du mémoire et de la thèse. C'est-à-dire que chaque live est supposé coller peu ou prou
aux préoccupations universitaires du moment, enfin du jour ou de la semaine. À quelques semaines près peut-être, parce que ça peut varier d'une école à l'autre selon quand a eu lieu la rentrée. Mais grosso modo, je suis ce calendrier-là, de sorte que un étudiant qui à un moment se pose des questions sur tel aspect du mémoire ou de la thèse, puisse venir ici et puisse trouver des éléments de réponse, des éléments de discussion. C'est ça qui m'importe vraiment. Pour la semaine prochaine, je vais suivre de près justement le calendrier pour y coller au mieux. Donc encore une fois, merci infiniment à tout le monde. Je vous souhaite encore une fois une très belle soirée, une très belle semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour ceux d'entre vous qui me rejoindront. Et si vous avez dans votre entourage des étudiants, des collègues ou autres qui seraient susceptibles d'être concernés, d'être intéressés par mes sessions, mes streams sur Twitch, eh bien surtout faites passer le mot. Où on te voit, mais je me... Ah, oui, on me voit me regarder dans l'écran. Bien vu Clément. On ne peut rien te cacher. Donc voilà, écoutez, merci. Ah Brian, merci à vous, bonne soirée. Oh, narcissique. Non, je veux juste m'assurer, que je vous regarde. Parce que je suis tenté de regarder un peu plus bas. Et je trouve que ma caméra est plus haute. Donc si je regarde là où sont exactement mes yeux, vous aurez probablement mon crâne, enfin le haut de mon crâne. Donc Narcisse, ça n'est pas tout à fait vrai, Clément. Ça n'est pas tout à fait vrai. Et puis d'abord, le miroir est derrière moi, il n'est pas devant. À moins que tu dises que tu me vois dans l'écran, me regarder à la fois dans le miroir et dans le reflet de la fenêtre. Mais c'est même pas vrai d'abord. Je me regarde plus haut que mon chef. Mais j'ai pas de chef, moi, d'abord. Et oui, bien sûr. Encore une fois, merci beaucoup. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Puis je vous dis à la semaine prochaine pour ceux d'entre vous qui seront là. Sinon, à une prochaine. Au revoir les amis.